Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon dimanche. Très heureux de vous retrouver comme le mardi et le dimanche à partir de la station régionale de Constantine. Alors aujourd'hui, dans cette brise d'été, nous allons parler d'abord d'autisme. D'enfants autistes qui ont été pris en charge pour un camp d'été, un camp estival, c'est bien. On va essayer d'en parler avec le docteur Zahi Sihem qui sera présent sur le plateau. Ensuite, nous allons parler de littérature avec Reda Boubguira. Il viendra nous parler de son actualité, de nouveaux livres et puis surtout de ce qu'il fait. Parce que c'est un artiste peintre, plasticien, mais aussi romancier. Donc on en parlera dans la deuxième partie de cette brise d'été qui va commencer d'abord par une petite virée sur la ville de Constantine, mais en version shabi, avec le cheikh Mohamed Hamdi. صمتينا نارها قدا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات إفريقي أسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من نوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد الكسر الحكايات قصرتنا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات قال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة ذقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عاد لها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو البشوات قسمطينا نارها قدا ترى قلبي محير تفكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرات دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات سيرتا تحفة الوطن آيات الفن ظاهرة آيات الفن ظاهرة 7 جسور 7 بيبان فيها السوار دايرة فيها السوار دايرة من بير ما مشالو إنسان 3 وديان سايرة 3 وديان سايرة وردة جميلة في وسط بستان منها الزهار غايرة منها الزهار غايرة سالوتي ديسيوم جات الوفود تبشر دين الإسلام يا سلام خير الديانات شهرت إسلامها بكات دينار تأثر
يا عقبة قوم يا إمام ارفع الرايات رفعت يديها دعات مولانا يغفر لبست قنطورة الحياقة مثل الصلاة Voilà. Constantine chantait en version Chabi par Cheikh Mohamed Hamdi, que l'on salue au passage. Alors nous allons parler d'enfants autistes, mais aussi d'une spécialité que je ne connaissais pas, mais qui va nous être présentée par le docteur Siham Zahib. Bonjour d'abord, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos interrogations que nous allons poser, parce que d'abord je vous présente, vous êtes maître assistante responsable en pédopsychiatrie. En pédopsychiatrie, voilà, j'ai du mal à... C'est la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Très bien, c'est une nouvelle spécialité. Hein. Oui, c'est assez récent comme spécialité. Donc la première promotion c'était en 2015. Je suis de la deuxième promotion. Et on a eu 6 promotions jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y en a pas beaucoup. Oui. Malheureusement, parce que quand on parle d'enfants autistes, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Oui, alors, en résumé, on ne va pas, mais c'est quoi un enfant autiste? D'abord, il faut le présenter. Donc, le trouble du spectre de l'autisme, c'est ça la dénomination. Donc, c'est un trouble, on ne parle pas de maladie. Donc, actuellement, on parle de trouble. Donc, c'est des enfants qui ont un cerveau particulier, un cerveau spécial. Donc, ce n'est pas une maladie qu'on attrape et puis on guérit. Donc, c'est un cerveau particulier qui donne à ces enfants des difficultés, disons, dans la communication et l'interaction sociale. Donc, ces enfants ont des difficultés à faire des contacts sociaux, donc à établir et à communiquer. Et aussi, ils ont des comportements particuliers, ce qu'on appelle les stéréotypies. En plus d'autres déficits dans d'autres domaines. Si je peux approfondir, j'approfondis. Non, mais c'est juste parce que nous, ça c'est la maladie, elle est comme ça. Donc on va dire que c'est un trouble du cerveau. C'est un trouble du développement, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc le cerveau lors du développement, la phase fétale, donc il va donner les difficultés, les déficits, l'interaction, la communication et le comportement restreint et stéréotypé. Très bien. Alors, comment une maman peut se rendre compte que son enfant est atteint de cette maladie? Oui. Donc, avec l'explosion des chiffres et l'incidence des nouveaux cas, les autistes, donc les chercheurs ont établi et ont fait des études, bien sûr. On arrive mieux à gérer, à cerner le problème. Donc, la meilleure solution pour n'importe quel problème, c'est de prévenir. Donc, c'est le dépistage. Précoce. Voilà, c'est le dépistage précoce. Voilà, comme tout trouble, toute maladie, plus on s'y prend à l'avance, plus mieux. Et alhamdoulilah, les parents commencent à amener les enfants à des âges de plus en plus précoces. Donc on a des enfants à 18 mois, ils les ramènent pour suspicion d'autisme. Ah d'accord. Grâce aux recherches et la médiatisation justement. C'est surtout ça. Hein, voilà, oui. Donc les parents emmènent des enfants, on a des enfants à partir de 18 mois. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer chez un enfant? L'enfant ne regarde pas dans les yeux de la maman, par exemple, lors des soins, ou l'allaitement, ou lors de la tétée, ou le fait de manger. Il y a aussi le retard de parole, de langage. Ça, Voilà, généralement, c'est le premier motif de consultation. C'est le retard de langage. Donc l'enfant à 2 ans ne parle pas. Voilà. S'il ne parle pas, ça veut dire qu'il y a un Généralement, les parents s'inquiètent. Voilà, c'est ce qui inquiète les parents, c'est le langage. Il y a aussi le fait que l'enfant, justement, ne joue pas comme les autres enfants, ne joue pas avec les autres enfants. Il est indifférent à ses parents. Très bien. Par exemple, il ne sait pas jouer. Généralement, c'est ça les signes d'alerte les plus importants et les motifs de consultation. Voilà. Alors, quand on a quelques signes, on fait... il faut consulter. Il faut consulter, on vient chez vous. Par excès que par... Voilà. Il vient chez nous. Généralement, c'est la première ligne. Ouais. Voilà, parce que le dépistage se fait sur 3 lignes. La première ligne, c'est les PMI. Donc, lors des vaccins des enfants ou les consultations de routine chez les pédiatres, donc ils vont détecter les symptômes et ils vont les orienter chez le médecin de famille. Le médecin de famille va écrire une lettre d'orientation, le médecin spécialiste. Donc, il vient chez nous à Jbel Wahsh pour la consultation,
pour un dépistage ou un diagnostic et prise en charge. Et là, vous m'avez dit que vous recevez de plus en plus de consultations, malheureusement. Oui, la consultation, la demande de consultation est de plus en plus importante, que ce soit en autisme, là, en d'autres pathologies de l'enfant, de l'adolescent. Mais l'autisme, ça reste un problème quand même assez sérieux et on reçoit beaucoup de consultations, oui. Alors pour la prise en charge, c'est des enfants, est-ce qu'ils ne peuvent pas être scolarisés comme les autres parce qu'ils ont des troubles? Justement, non. Non. Avant, on pensait ça. C'était des enfants, donc ils n'étaient pas pris en charge, ils restaient à la maison. Mais avec les études et les recherches et l'amélioration de la prise en charge, la scolarisation est devenue une nécessité. Donc il faut scolariser ces enfants comme n'importe quel enfant. Donc c'est un droit absolu à la scolarisation et l'intégration et l'interaction sociale. Donc il faut les scolariser et on a beaucoup d'enfants scolarisés. On a même des enfants, des adolescents qui ont eu leur bac avec de très bonnes moyennes cette année. Donc c'est vraiment un truc qui donne de l'espoir. Bien sûr, ça encourage surtout les mamans qui ont des enfants qui sont malades et qui s'inquiètent pour le devenir de leur enfant. Il faut dire aussi que l'autisme, c'est des degrés. Voilà, c'est un spectre d'ailleurs. C'est un spectre, donc il faut peut-être expliquer que c'est différent. Il y a peut-être exactement. Voilà, donc l'autisme va de l'autisme léger, à peine décelable, à un autisme sévère avec un handicap et des difficultés très importantes à être intégré en société. Donc, il y a les autistes, comme on dit, les autistes à haut niveau, donc qui ont un QI normal, parce qu'autisme ne veut pas dire un déficit intellectuel. D'accord. Voilà, donc il y a des autistes qui ont un QI normal, donc ils arrivent à étudier et ils ont même des capacités hors normes. La preuve, s'ils ont pu avoir leur bac, ça veut dire que... Ils ont des capacités... Non, je veux dire, c'est des surdoués en quelque sorte. Voilà. Donc, ils ont des capacités en déca de plus que la normale. Voilà. Donc, les autismes légers et même modérés, avec une bonne prise en charge, et même sévère, bien sûr. Parce que lorsqu'on fait le diagnostic, donc on évalue le degré de sévérité. Mais avec une bonne prise en charge, l'implication des parents et l'implication de tout le personnel soignant, on espère à une amélioration du degré de sévérité. Et c'est ce qu'on observe avec nos malades, alhamdoulilah. Donc là, c'est une petite expérience que vous avez faite au niveau et il y a des améliorations. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il faudrait que c'est tout l'environnement qui... Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est pas que les parents ou que le médecin ou le personnel qui s'en occupe de ces enfants, c'est la responsabilité de tout le monde. Donc c'est la société en général. Il faut accepter ces enfants, il faut connaître leur vécu, il faut les aider. Donc c'est ça, c'est toute la société qui doit se mettre à l'écoute. Très bien. Alors, on parlait d'un camp de vacances pour enfants autistes qui s'est tenu à Annaba. Pour vous, c'est une excellente chose. C'est excellent. Alors pourquoi que peut apporter une telle opération, un tel événement pour les enfants? Parce que 10 jours ensemble, à jouer, à faire des visites, c'est excellent. Donc ces enfants, bien qu'ils ont des déficits à communiquer, à se faire des relations sociales, mais ils en ont besoin en fait. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais qu'ils ne peuvent pas. Donc le fait de les inclure justement, ou là de les faire vivre ces expériences d'un enfant normal, ça va les aider au mieux donc de se sentir comme leur père aide les enfants. Comme chaque enfant, ils ont besoin de jouer et ils ont besoin de se baigner, de loisirs, et ils ont besoin de faire des travaux manuels, parce que c'est très important pour le développement. Ça va stimuler non seulement le développement, mais c'est le fait de jouer, le bien-être, l'épanouissement de l'enfant aide beaucoup au développement cérébral. Alors je vais vous inviter, vous et nos amis téléspectateurs, à suivre le reportage que nous avons ramené de notre déplacement à El Hadjar. On s'est rendu là-bas dans un camp de vacances un peu particulier qui dure toujours, ça sera jusqu'au 10, c'est du 1er au 10 août et regardez, de toute façon c'est des images incroyablement, ça apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, regardez.
المخيم راح يمتد لفترة من 1 أوت إلى غاية 10 أوت مدة 10 أيام. برنامج ثري. هذا البرنامج تم إعداده بحضور مختصين من الوزارتين وبالتنسيق مع وزارة الصحة. مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن تتكفل بالمؤطرين. جندنا 18 مؤطر من مختلف التخصصات، خاصة الطب العقلي للأطفال والمختصين النفسانيين والتربويين لمرافقة الأطفال. كذلك تم إعداد ملفات صحية للأطفال قصد التكفل بهم على مستوى المخيم. كذلك برنامج الوجبات أعد بالتنسيق مع المختصين، فيها لمجة على الصباح بعد الأنشطة الصباحية اللي تكون عادة على مستوى المسبح أو على مستوى الشواطئ تابعة لمدينة عنابة. بعدها مباشرة وجبة الغذاء، وفي الفترة المسائية برنامج نشاطات تربوية وتثقيفية وكذلك أعمال تشكيلية، وكل هذا لتحقيق الاستقلالية لأطفال التوحد وإدماجهم كليا في المجتمع. برمجت يعني عدة نشاطات في المخيم الصيفي بالنسبة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. من بين البرامج هذه عندنا ورشة الطلاء، كذلك ورشة العمل بالطين. يعني هدفها يعني أطفال مصابين باضطراب التوحد يعني نحبوا نخدموا معاهم الجانب الحسي بوكو بلوس، لأنهم عندهم شوية فرط الحركة. نحبوا نخدموا معاهم يعني تهدف إلى تركيز الانتباه، وكذلك الجانب الحسي يعني هذو الأطفال. هذا المخيم يؤطره يعني 18 مؤطر من مديرية النشاط الاجتماعي. يعني وزارة التضامن الوطني تحرص على الجانب الأمن وسلامة الأطفال وتأطيرهم. يعني خصصنا لهم 18 مؤطر، من بينهم مربين مختصين، كذلك يعني نفسانيين عياديين، وعندنا كذلك يعني تأطير من جانب وزارة يعني مديرية الصحة، أطباء وأطباء العقلي للأطفال. اسمي لقب، تاريخ الميلاد عنان. وش من مدرسة سامي تقرأ؟ سنة ثانية. هذه وش اسمها سامي؟ بطة. صحيح، سامي بطة. ايش بني؟ مخيم صيفي. حاتم. اللقمة تاعك. لقب؟ فرحاتي. سنة مه تقرأ حاتم؟ سنة الثالثة. انت وين درك؟ في المخيم؟ هاي المخيم الصيفي. عجبك يا حاتم؟ هذا المشروع هو مشروع وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق طبعا مع وزارة الصحة ووزارة التضامن. المشروع هذا هو في الطبعة الثانية، إلا أنه في عنابة هي الطبعة الأولى بالنسبة لنا، لأنه العام اللي فات كان في الجزائر العاصمة. اليوم هوني دو ولايات بيلوت اللي هي ولاية عنابة وولاية تلمسان. راح حابين نكبروا هذا المشروع ويعني باش يقيس حتى الولايات الأخرى. يعني اليوم رانا حطينا كل الإمكانيات في هذا المركب اللي راكم فيه من أجل استقبال 20 طفل من طيف التوحد. احنا في المستقبل إن شاء الله حابينهم يعودوا يباتوا، ما يعودوش يروحوا لديارهم مع الرابعة والخامسة، حابينهم يعودوا يباتوا. رايحين نلقاو صيغة إن شاء الله مع وزارة الشباب والرياضة مع الوزارات المعنية، نلقاو صيغة باش نعودوا نستقبلوا هذه الأطفال طيلة مدة الصيف ويباتوا عندنا إن شاء الله. هذوما خاطي أطفال عاديين، أطفال التوحد راه عندهم تربية خاصة ومعاملة خاصة. في لابيسين عندنا مربيين تاع مديرية التربية، سي دي زونسينيون تاع مديرية التربية اللي مارفين يخدموا مع الأولاد لونغير داني. عندهم برنامج، عندهم حركات يخدموها مع الأولاد في الماء ولا خارج الماء، حتى من التسخينات، ويحطوا الأولاد اون كونفيونس بيان سور.
قبل ما يدخلوا للماء يحكيوا مع الاولاد اللي يهضروا كل شيء ويحكيوا مع المربيين باسكو كل كا سي ان كا لي زوتيست. هذه الشريحه اللي نخدموا معها. Voilà, donc quand on voit le reportage, ça c'est quelque chose de bien. Oui, c'est excellent. Donc les gens commencent à mieux connaître l'autisme et à connaître les besoins des enfants autistes, donc c'est très bien. Vous n'étiez pas au courant de la tenue de ce camp de vacances? Non, on ne nous a pas informé la DAS de Constantine. Non, c'est la DAS de Annaba et de oui. Tlemcen qui ont fait une opération. Oui. C'est à titre expérimental, oui, voilà, mais c'est ça. Inch'Allah. C'est un début, Inch'Allah, pour la généralisation de telles expériences. C'est très bien. Alors, comme thérapie, ce genre de rencontre entre enfants déjà ayant la même maladie, pour vous, il n'y a pas meilleure thérapie? Oui, c'est ça. On veut que la prise en charge soit que l'enfant ou les éducateurs soient à l'aise. Donc il n'y a pas que le stress d'attendre des résultats, le travail à table et tout. Donc là, les éducateurs sont bien, les enfants sont bien. C'est une meilleure occasion pour apprendre. Et c'est peut-être vous voyez juste une baignade, mais ces enfants en apprennent beaucoup de choses. Donc c'est de la neurosensorialité, c'est les mouvements, c'est de la psychomotricité, c'est des interactions sociales. Donc c'est une prise en charge en fait. C'est une bonne prise en charge au contraire. Oui, c'est excellent. Et vous avez vu des enfants heureux? Oui, voilà, ils étaient épanouis et ça fait plaisir. Alors qu'en général, les enfants autistes ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes. Voilà, ils intériorisent, ils n'expriment pas. C'est ça, c'est par définition. Mais là, on a vu, ils expriment leur bonheur, leur joie. Oui, ils sont bien. Donc j'espère que ça se généralise de telles expériences, Inch'Allah. Alors pour vous, ça, c'est l'une des meilleures manières de prendre en charge les enfants autistes? En été, c'est la période des congés bien sûr, et que ce soit des éducateurs et des soignants. Donc le fait d'avoir accès à de tels camps, c'est excellent. C'est la continuité des soins, c'est ça. Parce que c'est le trouble de l'autisme, la prise en charge, elle est à vie. Donc il n'y a pas de vacances là. C'est une prise en charge tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Alors on a vu quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, les enfants disaient ça veut dire qu'ils sont scolarisés. Voilà, ils sont scolarisés et donc comme j'ai dit auparavant, donc la prise en charge, alhamdoulilah, s'est améliorée. Donc les enfants sont intégrés. Bien sûr, on veut que tous les enfants soient intégrés, soit en école normale ou bien dans les centres médicaux pédagogiques. Et le fait, justement, ceci donne de l'espoir aux parents. Donc les parents, il ne faut pas perdre espoir aux enfants, même des troubles du spectre autiste sévères. Donc il y a toujours l'espoir, il faut toujours garder de l'espoir à avoir une amélioration de ces enfants. Il ne faut pas baisser les bras. Oui. Faut pas... Bon, c'est une lutte. Et on est là pour les aider, pour les orienter, pour les rassurer. Donc il ne faut pas hésiter à consulter, voilà. Non, mais ce qui est bien, c'est que la prise en charge, comme on le disait, elle est communautaire. C'est voilà, pas seulement les parents ou les médecins, mais c'est tout. C'est comme on a vu là, le camp de vacances est organisé par 3 ministères. C'est quand même impressionnant comme moyen dégagé. Ça serait bien de... C'est bien, il faut penser à généraliser ce genre de camp l'été surtout. Donc, les vacances. Donc c'est... Oui. Ça serait bien qu'il y ait la même chose durant les vacances d'hiver et les vacances de printemps. Chaque saison a des activités, disons... Alors, je ne sais pas, parce que certains parents, peut-être qui ont des enfants autistes, peuvent s'inquiéter, mais du devenir de leurs enfants. Oui. On sait qu'il y a de grands monsieur, de grandes personnalités dans le monde médiatique, du cinéma, qui étaient autistes. Voilà. Oui, c'est un diagnostic, comme on dit, rétrospectif. Donc le diagnostic a été posé lorsque ces gens sont devenus adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui ont des émissions, comme Temple Grandin, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'elle. Donc c'est une autiste, elle est militante pour les droits des autistes et tout. Elle écrit des livres, elle fait des conférences. Donc l'autisme, c'est pas... Il faut voir le bon côté. Les autistes, comme j'ai dit auparavant, ils ont des déficits des domaines, mais entre-temps, ils ont des points forts dans d'autres domaines, mieux que nous, mieux que la personne normale. Dans quel domaine, par exemple Par exemple, c'est la mémoire visuelle, par exemple.
les autistes, lorsqu'ils ont la capacité à voir le détail de la chose, pas la globalité. Donc c'est un déficit, oui, mais dans d'autres domaines, c'est un point fort. Donc le fait de connaître les détails. On voit sur les réseaux sociaux des autistes à qui on leur a demandé de reproduire des dessins à travers une visite, l'hélicoptère. Donc il a dessiné la skyline de Manhattan exactement, hein, avec une simple visite, détails, après voilà. une simple visite. Donc bien sûr c'est des cas particuliers. C'est pas tous les autistes, mais il faut encourager les autistes à montrer leurs points forts. Il ne faut pas toujours regarder les points négatifs. Donc, il faut déceler. Et là, voilà, c'est là. On est là pour, voilà, avec nos psychologues, avec nos psychomotriciennes, ergothérapeutes et orthophonistes, on est là justement pour évaluer les compétences et les déficits. Et à partir de là, on établit une ligne de base pour la prise en charge. Donc ce genre d'opération, de camp de vacances pour autistes, ça, il n'y a rien à dire. C'est excellent, donc on espère que ça soit généralisé. Très bien, pour l'avenir, donc ça c'est un appel peut-être. C'est un début. Alors que d'autres, on sait qu'il y a, par exemple, la Constantine, il y a une association qui chapeaute la gestion d'une école qui reçoit des autistes ici. Est-ce que c'est bien ou non? Parce que là, si les enfants peuvent être scolarisés, peut-être c'est... Mais comme j'ai dit auparavant, ce n'est pas tous les enfants qui peuvent être scolarisés en école normale. D'accord. Donc les enfants autistes, comme j'ai dit, ils ont des comportements un peu particuliers. Les autistes légers, on va dire, ils peuvent modérer mais aussi. Les autres, voilà. Mais il y a des cas dans le contact social des enfants normaux avec beaucoup de bruit, peut-être la violence, peut-être ça ne va pas les aider. Donc il vaut mieux qu'ils soient dans des structures comme l'association WAFA il faut les aider, au contraire. Il faut les soutenir. Voilà, pas les mettre dans des situations encore gênantes ou bien douloureuses pour eux. Donc voilà. C'est aussi un appel aussi pour tous les citoyens à accepter les autres, parce que faut le dire, à accepter la différence. Voilà, il y a beaucoup qui refusent, et là c'est le regard des autres qui est des fois parfois plus blessant que la maladie en elle-même. Ça persiste, le regard de dédain ou de mépris. Donc il faut vraiment une bonne information de la société algérienne à propos des enfants qui ont de l'autisme. Donc c'est des enfants qui ont le droit de jouer, d'être inclus. C'est pas que les gens normaux, il y a même à l'école. Donc que ce soit l'administration, le côté administratif ou bien des fois on refoule, il y a certains établissements qui refusent. Peut-être c'est la peur de l'inconnu ou ils n'acceptent pas. Ils ne sont pas admis. Voilà, ils n'acceptent pas. Donc il ne faut pas hésiter on est là justement pour les informer. Et on essaie de faire des trucs de sensibilisation. On en a fait d'ailleurs en juin dernier, juste avant les vacances, des trucs de sensibilisation pour connaître l'autisme, comment aborder un enfant autiste, savoir ses difficultés. Donc ceci va dissiper les craintes. Voilà, les craintes. Parce que c'est des craintes. Voilà, oui. On arrive à la fin. Oui. Il y a beaucoup à dire dans ce domaine. Mais j'espère que vous allez répondre à d'autres invitations. Nous allons vous inviter parce qu'apparemment, votre spécialité est nouvelle et on essaiera un peu de parler des troubles des adolescents, des enfants, parce qu'il n'y a pas que les enfants autistes. C'est vaste. Voilà. Malheureusement, c'est très vaste. Malheureusement, il y a beaucoup de... Avec plaisir, Inch'Allah. On rappelle que vous êtes à l'établissement de Jebel Louache. Voilà, Jebel Louache qui est un hôpital c'est l'hôpital psychiatrique. Voilà. Et vous recevez bien sûr les consultations. Voilà, oui. C'est une consultation spécialisée, bien sûr. Tout le monde peut nous orienter, n'importe quel médecin peut nous orienter à un enfant pour consultation. Voilà. Docteur Zaï, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et puis j'espère que l'on se retrouvera sur d'autres plateaux pour parler. Enfin, nous avons parlé d'autisme, nous allons juste transiter vers la littérature. Bien, écrire, c'est déjà une bonne thérapie, je pense que d'abord il faut demander aux gens d'écrire. Oui, c'est ça, écrire, oui. Alors écrire, c'est le dada, c'est le loisir de notre prochain invité qui est Reda Bouguera, mais juste le temps de changer d'invité, je vais vous offrir une chanson qui est un clin d'œil à un très bon ami, un chanteur, Bekek Shilkhair, qui nous chante Ammar, indémodable, sans Ammar et Ammar.
Plaisir d'écouter les vieilles chansons comme ça, on dépoussière et ça ne rajeunit personne. Exactement, oui. Alors, Reda Boubguia, marhaba bik d'abord. Allah yassalmik, merci pour l'invitation. Non, mais c'est la moindre des choses parce que bon, on essaie quand même d'inviter les gens qui écrivent parce que comme on disait tout à l'heure, écrire c'est une thérapie d'abord. Oui. Et comment on devient? C'est une thérapie. Je vous écoutais tout à l'heure. Vous parliez d'enfants autistes. Oui. Moi, quand je commence à écrire, d'abord j'ai découvert cette passion un peu tardivement, mais c'est une passion qui me prend lorsque j'écris. Je deviens pratiquement autiste. Donc, alors, vous vous enfermez dans votre monde. Exactement, voilà. Exactement. Et puis j'écris. Je n'ai pas d'idées préconçues pour le roman que je suis en train d'écrire, par exemple. Donc j'écris comme ça. À l'inspiration. À l'inspiration. Et c'est les personnages qui me guident vers où ils veulent aller. Et ce n'est pas moi qui décide, par exemple, tel personnage va faire ça ou va faire ça. C'est les personnages qui interagissent avec moi. Alors, dites-moi, comment vous êtes devenu? Vous avez dit tardivement. Vous faisiez quoi avant? Moi, je porte plusieurs casquettes. Voilà. Oui, dans ma vie professionnelle, je faisais partie du domaine de la santé. Et puis, je faisais autre chose aussi. Je fais un peu d'agriculture, d'apiculture. Et puis, j'avais la passion de la peinture. De la peinture. Alors, je vais montrer Nabil. Alors, on va demander à Nabil de cadrer ce tableau. On va demander à Hamza peut-être de se lever pour nous montrer ce tableau qui est... Voilà. J'aime bien les chevaux, donc j'en fais à chaque fois, j'en fais une petite série. D'ailleurs, qui ne me restent pas, ils partent très bien, un peu partout. Même partout. À l'étranger, voilà. Ça veut dire qu'on vous demande ce genre de tableau? Oui, exactement. Voilà. Surtout cette technique-là, qui est une technique particulière. Très bien. Je peux un peu dire que c'est une exclusivité à moi. Ce n'est pas du crayon, c'est de la peinture. Je dessine. Je croyais que c'était du crayon. Pardon? Je croyais que c'était du crayon. Non, pas du tout. C'est la peinture. Bon, je ne suis pas un expert, hein, vous savez. D'ailleurs, je ne sais pas dessiner au crayon. D'accord. Voilà. Mais c'est de la peinture, mais en tout cas, c'est très beau. Merci. D'abord, merci pour le cadeau, parce que vous m'envoyez le cadeau, mais c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Là, le plaisir est d'abord de recevoir un tableau. Et qui est très bien dessiné. Voilà, merci, c'est gentil. Mais là, c'est, on va dire, une des cordes à votre arc. Oui, l'une des cordes, oui. La peinture, je l'ai découverte aussi un peu tardivement, bon, disons dans les années fin 2000. Je m'exerce, mais pas vraiment, parce que je manque un peu de temps, je manque un peu de... Oui, parce qu'on travaille quand même quand on a une autre profession. Si vous êtes dans l'agriculture, dans le domaine de la santé, vous allez... Voilà, ça va être un peu difficile. Voilà. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire. Il faut vraiment être passionné pour pouvoir... Et ça demande du temps, il faut dire que... Avec du absolument. Détail... Oui, le détail est là et puis ça prend quand même une partie de nous. Là aussi, je deviens un petit peu autiste. C'est toujours... je rentre dans un monde un peu spécifique qui n'est pas le monde que l'on voit. C'est vrai que rien n'est visuel, mais là, ce qui transparaît après... Exactement. Voilà. C'est votre amour pour les chevaux, pour la nature qui est là. Mais je ne fais pas que les chevaux, je fais beaucoup de choses. Je fais aussi des portraits... Ça, c'est le côté plasticien, on va dire. Exactement, oui. Et la romance, comment c'est venu comme ça? C'est venu en 2015. J'ai écrit ce livre qui est... Voilà, je vais demander à Hamza de recadrer encore une fois. Hamza, voilà, pour remontrer la couverture du livre. D'à peu près 300 pages.
bizarrement, je l'ai écrit, et c'était mon premier livre, je l'ai écrit en 1 mois et demi. Alors 1 mois et demi, c'est beaucoup, c'est peu, non, c'est très peu. C'est très peu par rapport à d'autres auteurs qui prennent beaucoup de temps. Mais par la suite, pour étoffer le livre et pour disons, faire la correction, faire... ça demande beaucoup de temps. Ça m'a demandé 2 ans. 2 ans. Ça, c'est le premier livre. J'ai écrit aussi un deuxième livre qui est en vente en France. Je vous ai envoyé, je crois, les la liens. Couverture, c'est... La couverture, Humain 3.0. D'abord parler de cette histoire, de ce roman Sous la voûte étoilée qui est inspiré d'une histoire vraie. Oui. Le personnage central a le profil d'un de vos parents. Le profil du personnage principal c'est un personnage plein d'ambiguïté, qui a plusieurs personnalités. C'est vrai que c'est à la base, le livre est basé sur les faits qu'ont vécu mon grand-père à une certaine époque. Et puis le livre ne parle pas uniquement du personnage, c'est une saga de toute une contrée qui est Temluca. Je ne sais pas si vous connaissez. Temluca, c'est juste à côté. C'est les grandes plaines. Exactement. Le blé de Temluca. Oui. Le blé de Temluca est extraordinairement bon. Exactement. Exactement. C'est toute la région que j'ai citée, que j'ai comptée dans ce livre. Et puis, j'ai fait transparaître aussi comment vivait la société algérienne à une certaine époque, depuis 1890 jusqu'aux années de l'indépendance. Comment le peuple vivait, dans quel genre de situation il évoluait. Donc j'ai parlé des codes tribaux, des lois tribales qui prévalaient à l'époque. Oui, l'autorité patriarcale. Exactement, l'autorité patriarcale, un peu archaïque. Oui, mais et puis c'était aussi un code, c'était un code qui régissait la vie courante avec ses valeurs, avec ses principes, oui. Donc c'est des valeurs, c'est des valeurs. C'est le code de l'honneur, surtout pour la région. Ils avaient, disons, une certaine manière de vivre, qui malheureusement a disparu. Je dis malheureusement, mais vous dites aussi heureusement par rapport à la pauvreté, par rapport au code, par rapport à la femme. La femme était vraiment considérée comme, disons, un peu de seconde zone, un être humain de seconde zone, ou même certaines fois comme esclave de ses parents et de la famille. C'est un peu dur quand vous dites. C'est un peu dur, oui. C'est un peu dur, mais j'ai fait quand même des recherches. Alors, si vous vous remémorez, vous dites voir esclave de sa famille, mais aussi la valeur de la maman. Dans la tribu, c'est extraordinaire. Je l'ai bien précisé dans le roman. Oui. Elle pèse beaucoup plus parfois que le père. Elle a son autorité cachée, mais son autorité, elle est présente. J'ai bien précisé dans le roman que la femme, dès sa naissance jusqu'à son mariage, elle avait un statut. De son mariage jusqu'au jour où ses enfants grandissent et deviennent des hommes, elle va acquérir à ce moment-là le statut matriarcal. Oui. Et l'autorité qui va avec. Une certaine, il faut dire avec des pouvoirs très élargis qui la rendent quand même maîtresse des lieux. Exactement. Donc alors dire que la femme avait un second rôle, non, moi je suis pas tout à fait d'accord. Second rôle, c'est peut-être en dehors des villes. Ouais. En dehors des villes, la femme n'avait pas quand même n'était pas bien considérée comme parfois c'était un fardeau pour des familles. Donc j'ai fait des recherches là-dessus. Je ne croyais pas vraiment avant
que ça se passait de cette manière. Oui, c'est aussi la perception de la société Oui. dans les contrées reculées. Il faut le dire, ce n'est pas dans les villes. Voilà. C'est un autre mode de vie. C'est un autre mode de vie, Voilà. c'est un autre monde. Et pourquoi vous avez eu besoin de raconter cela? Je ne sais pas. L'histoire m'a plu. C'est, disons, un grand-père que j'ai eu et j'écoutais tout le temps raconter des histoires à son sujet. Et à un certain moment, j'ai décidé de transcrire l'histoire sur papier. Ouais. Voilà. Mais c'était la base. Disons que 70% du roman, c'est de la créativité. Oui, d'après des recherches. C'est la romance, hein, Voilà. c'est l'inspiration, c'est l'extravagance de l'auteur qui se donne le droit Voilà, de créer d'autres de personnages, de créer des situations. Oui. Mais le fait est là, c'est de raconter une histoire qui, à la base, est vraie. Est vrai, oui. Voilà, parce qu'il n'y a pas mieux que la réalité, il faut le dire. Oui. Surtout quand c'est bien écrit. Bon, alors, vous racontez ses aventures, ses tribulations. C'est un homme riche qui a hérité d'une richesse paternelle et a hérité aussi d'un statut de chef de clan. Et il a utilisé toute cette richesse pour bien vivre. Il a raison. Oui. On m'a dit un jour, qu'est-ce qu'il fait c'est Madame l'éditrice, Marie Merdassig, elle m'a demandé qu'est-ce qu'il fait votre grand-père. Je lui ai dit qu'il était riche, il se mariait. Voilà, et il a pris une dizaine de femmes, il aimait bien les femmes, il aimait la vie dans toutes ces... Mais il avait un autre côté, disons, positif, c'est son côté de bienfaiteur. Généreux, oui. La générosité. Exactement. D'ailleurs, un de ses amis lui demandait comment peut-on avoir les deux personnalités en un seul homme. Par exemple, il était un grand donateur pour Jami'at al-Ulama al-Muslimin, pour l'équipe du MOC. Moi, j'ai découvert ça et j'étais étonné de cette générosité. Ouais, et en plus, c'est des associations. Oui, exactement. Voilà, c'était un mécène qui donnait de l'argent. Exactement, c'était un grand mécène. Et bon, pour Jami'at al-Ulama al-Muslimin, c'est quelque chose de bien parce qu'ils enseignaient le Coran. Oui. Et c'est eux qui ont, instauré de ce qu'ils faisaient à l'époque. Alors, c'est eux qui ont instauré l'éducation pour les fils, c'était obligatoire. Exactement. Voilà. Et ça, c'est un truc très important que l'on oublie même. Mais de le signaler. De le signaler parce qu'à l'époque où le colon français empêchait les jeunes filles, parce que bon, on parle de civilisation, mais là, ils empêchaient les jeunes filles d'aller à l'école. Et c'était même conforté dans certaines mentalités un peu rétrogrades. Alors que Jami'at al-Ulama, sous l'impulsion de Cheikh Abdelhamid Ben Badis rendait obligatoire l'instruction chez les filles. Oui. Ça, c'est important parce qu'à Constantine, on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut être banal maintenant. Mais il y a un siècle... Non, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Voilà. Et d'ailleurs, la plupart des, disons, des moudjahidines qui ont pris les armes par la suite, ils étaient issus de l'école. Issus de l'école de Abdelhamid Ben Badis. Et puis, par la suite, après l'indépendance, ce sont les élèves de Abdelhamid Ben Badis qui ont repris le flambeau après et qui ont enseigné, dont mon père, qui était parti, envoyé par Jami'at al-Ulama al-Muslimin, d'abord Zaytoun en Tunisie, et puis le Qahira, l'université du Caire, et par la suite à l'université du Caire. Donc c'est dire quand même que là, on parle d'une société que l'on ne connaît pas maintenant, qui n'est pas très médiatisée. Et pourtant, c'est une époque où être instruit, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà, recevoir une instruction, c'était pas donné à tout le monde, vu la pauvreté imposée par le colon, vu
je ne sais pas, le sous-statut qu'on nous imposait en tant qu'indigènes. Voilà, donc... Oui, absolument. D'ailleurs, mon grand-père a eu énormément de difficultés pour financer les études de mon père. Voilà, donc moi j'ai vécu ça, pas physiquement, mais à travers leurs histoires. Mon père me racontait qu'il était parti d'ici, enfin de Tunisie en Égypte, sur la benne d'un camion. C'est extraordinaire. Et à la recherche du savoir. Hein. Exactement. Ça, c'est important. D'aller aussi loin, et mais voilà, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Et il nous a inculqué les valeurs du travail, qu'il faut bien faire les choses lorsqu'on les fait. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, Sous la voûte étoilée, pourquoi ce titre, Sous la voûte étoilée comme ça, parce que le personnage avait, disons, une étoile dans le ciel. Et il jugeait que cette étoile était sa bonne étoile et qu'elle l'accompagnait toute sa vie. Et il est maintenant physiquement enterré sur une colline en dehors d'un cimetière parce qu'il était mort en tant que shahid. Il a été exécuté par l'armée française. Mes oncles ont récupéré le corps par la suite, après l'indépendance. Ils l'ont enterré au-dessus de sa ferme, sur une colline, près des étoiles. Près des étoiles. Oui. Voilà, pour surplomber toute la plaine. Toujours avoir une vue. Le regard. Exactement. Sur ces terres. Un regard plus élargi que dans un cimetière. Voilà. Voilà. Et ça vous fait quoi d'avoir écrit l'histoire sur votre grand-père Parce qu'on sent que vous vouliez, je ne sais pas, faire passer un message à travers votre grand-père. Faire passer un message que la fortune n'est pas toujours bénéfique. Ouais. Elle peut être bénéfique, elle peut rapporter pas mal de choses positives, mais aussi des choses négatives. Et d'ailleurs, c'est sa fortune qui l'a fait tuer. Ouais. Ils ont trouvé chez lui, avec lui, il portait une grande richesse parce qu'il fuyait l'armée française. Il a été pris et puis certains disent que c'est à cause de cet argent qu'il a été exécuté. On lui a pris son argent pour. Voilà. C'est aussi banal que ça. Et après, voilà. Oui. Donc, bon, ça c'est le premier roman qui est tout à fait historique. Et là, vous vous êtes fait plaisir en même temps pour raconter l'histoire de votre grand-père, mais aussi à travers l'histoire d'une époque de l'Algérie qui était quand même assez difficile. Exactement. Et assez délicate, on va dire. Très délicate. Et puis, être riche dans une époque où la plupart étaient pauvres, ça devait être quand même un sérieux problème. Oui, un boulet. Oui. Parfois, c'est un boulet. La richesse devient carrément une prison pour celui qui la possède. Voilà. Heureusement que ça n'a pas empêché d'être généreux envers Ça, c'est ça qui est bien. Et pas uniquement. Il a été généreux. Entre autres, parce que... envers tous les pauvres qui l'entouraient. Voilà. Très bien. Alors le deuxième livre, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir. Malheureusement, on n'a pas le livre. Il est sorti, il est édité, mais j'espère qu'on aura une copie. Inch'Allah, on va avoir une copie. Mais il parle de quoi alors C'est un roman d'anticipation, pour ne pas dire science-fiction. Moi, je suis un curieux né. Donc, je regarde ce qui se passe et j'ai remarqué, dernièrement, vous avez sûrement remarqué aussi, l'émergence de la technologie récente qui est l'intelligence artificielle. Oui, là, c'est... Ouais. Oui. Bon, donc, certains pourraient croire que c'est une aide de l'intelligence artificielle, mais elle risque de se retourner comme pas mal de créations technologiques nouvelles. C'est vrai que... J'ai étudié le problème. D'ailleurs, mon livre est sorti en même temps. Il a deux volets, mon livre. D'abord, il parle d'intelligence artificielle qui va acquérir, et c'est ça le danger, l'intelligence en elle-même n'est pas vraiment un danger.
Mais c'est quand cette intelligence va acquérir la conscience d'elle-même. C'est là où le danger réside. Lorsqu'elle va, elle va voir comment l'humanité a évolué et comment elle va évoluer. De toute façon, c'est une nécessité de l'évolution, de l'univers. Donc, bon, si j'ai bien compris, ça veut dire que l'intelligence artificielle est une voie obligatoire. Ça veut dire que l'avancée technologique va nous pousser à aller vers cette intelligence. Oui. Seulement, le retour de manivelle, c'est il y a un risque d'emprise sur l'humanité humaine. Sur l'humanité, non pas uniquement sur l'humanité, mais sur la Terre. Ouais. Et sur la Terre. Lorsqu'une et les films de science-fiction que nous avons vus précédemment, ils sont d'actualité maintenant. Si une intelligence artificielle obtient cette conscience, je vous ai dit que cette force, c'est une évolution naturelle de l'univers. Qu'elle soit sur Terre ou ailleurs, ça sera ça. C'est la vie post-biologique qui, à un certain moment, va transcender la vie biologique. Et pourquoi elle ne décidera pas un jour à notre place et de prendre notre place dans la prise de décision. Ouais, donc, pour être plus simple, on va essayer de simplifier. Oui. Ça veut dire que déjà, l'intelligence artificielle va un peu bloquer l'évolution de notre intelligence parce qu'on va faire appel à elle. Ça, c'est le premier danger. Ça, c'est le premier danger que l'on peut. Et il y a un danger même pour les enfants. Il n'y a plus de processus d'abord de processus de réflexion. Par exemple, un étudiant à qui on demande de faire un article, il va vers ChatGPT. On est à la 4e édition ChatGPT 4. Et il n'a plus à réfléchir. Il n'a plus qu'à poser la question et exactement. Donc dans le processus de réflexion, il va s'arrêter. Après, c'est l'intelligence qui va prendre le relais. Ah oui, qui va prendre le relais. Et notre intelligence qui va plonger. Pour s'en rendre compte, le danger, ce n'est pas dans une année ou dans 2 ans. Non, c'est une génération. Je crois que ça sera un peu plus court. Oui, ça va trop vite. C'est vrai que s'il y a 40 ans, on nous disait qu'on allait passer des appels vidéo, ça aurait été incroyable. Il y a pas de 30 ans, c'était incroyable. On croyait que c'était des extrapolations, mais là, là, on est quand même en train de vivre la technologie que l'on ne soupçonnait même pas. Voilà. Le deuxième volet. Rapidement, parce qu'il ne reste plus qu'une petite minute. Oui, le deuxième volet, il parle de la création de l'univers. Beaucoup disent que l'univers est né comme ça, sans créateur. Et là, le livre, il démontre scientifiquement, avec une bibliographie, que l'univers est une création d'un créateur, d'un divin. D'un designer qui ne peut être que le bon Dieu. Exactement. Ça, c'est vrai que la science... Sans toucher aux religions. Voilà. J'ai fait comme a fait Michel-Yves Bolloré et Bonacieux. Le livre est sorti en même temps que moi. Ils ont bénéficié de l'aide de beaucoup de scientifiques. Moi, j'ai fait tout le travail tout seul. Voilà. Alhamdulillah. Le mérite vous revient. Juste un dernier mot, mais en 20 secondes. Voilà. Oui. J'espère qu'il y aura d'autres livres. Oui, un livre est prêt à être édité. Et je suis parti sur une histoire, c'est un vécu, une très belle histoire d'amour entre un infirmier qui travaille avec nous à l'hôpital, une malade. C'était pas durant le corona? Non. Je croyais que vous avez collé à l'actualité. Eh bien, le jour où le livre sera édité, j'espère que vous serez avec nous. Inch'Allah. Je reviendrai avec merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci encore une fois pour le cadeau. C'est très gentil. Et puis, voilà, j'espère qu'on se reverra pour d'autres créations littéraires et picturales aussi.
Voilà, on arrive à la fin de cette brise d'été qui, j'espère, vous aura été légère comme la brise, la belle fraîcheur qui est là. En ce moment, on se réjouit. Je remercie Nabil Yagoubi et toute l'équipe qui aura travaillé avec moi durant toute cette matinée. Juste mes félicitations à notre ami Ammar Hadioch Mbark de Chelrom Leid qui a marié sa fille hier. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Allez, à mardi prochain, Inch'Allah. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil des merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil